Avez-vous déjà remarqué comment certaines familles se constituent discrètement une fortune au fil des générations, sans gagner à la loterie, sans se lancer dans des investissements risqués ou sans se vanter sur les réseaux sociaux? L'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Warren Buffett, a dit un jour que la richesse se construit silencieusement, patiemment et avec discipline. Et cela n'est nulle part plus vrai que dans la communauté chinoise. Alors que le monde occidental est obsédé par le luxe et les résultats immédiats, les familles chinoises appliquent discrètement 7 leçons financières intemporelles qui garantissent pratiquement la richesse à long terme. Dans cette vidéo, je vais vous les révéler toutes et croyez-moi, la septième est si puissante qu'elle pourrait être le seul changement de mentalité qui transformera votre vie financière à jamais. Leçon NDEG 1. La richesse silencieuse Cayenne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des personnes les plus riches du monde n'ont pas l'air riches du tout? Pas de bijoux clinquants, pas de voitures de luxe, pas de publications Instagram extravagantes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est intentionnel. Dans la culture chinoise, il existe un concept puissant appelé Cayenne, l'idée de construire une richesse silencieuse. C'est l'une des philosophies financières les plus profondément enracinées, transmises de génération en génération. Et elle va directement à l'encontre de l'obsession occidentale de montrer son succès. Le principe est simple mais profond. La vraie richesse ne crie pas, elle chuchote. Alors que de nombreuses personnes en Occident se précipitent pour afficher leur statut dès qu'elles obtiennent une augmentation ou une prime, en achetant des montres coûteuses, des maisons surdimensionnées ou de nouvelles voitures, les Chinois empruntent une voie différente. Ils ne considèrent pas la richesse comme quelque chose à prouver. Ils la considèrent comme quelque chose à protéger. En fait, il existe un dicton populaire en chinois qui se traduit par « n'affiche jamais tes richesses avant qu'elles ne soient solides ». En effet, afficher sa richesse attire l'attention, une attention qui peut conduire à la jalousie, aux escroqueries, voire aux menaces. Warren Buffett lui-même a déclaré que certains de ses partenaires commerciaux les plus riches en Chine mènent une vie d'une modestie déconcertante, pas de marque de créateur, pas de vacances exotiques affichées sur les réseaux sociaux. Et pourtant, en coulisses, ils contrôlent des entreprises, des actifs et des fortunes que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Ils comprennent que le véritable objectif n'est pas d'avoir l'air riche, mais d'être riche, discrètement, stratégiquement, en permanence. Posez-vous la question, combien d'argent avez-vous dépensé juste pour impressionner les autres? La voiture de luxe qui perd des milliers de dollars de valeur dès que vous la quittez. Les chaussures de marque dont personne ne se souvient après quelques utilisations. Les repas hors de prix au restaurant affichés pour faire plaisir mais oubliés dès la semaine suivante. Chaque dollar dépensé pour paraître riche est un dollar que vous auriez pu utiliser pour devenir vraiment riche. La richesse silencieuse n'est pas une question de privation, c'est une question de discipline. Il ne s'agit pas d'être invisible, il s'agit d'être intouchable. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'acheter quelque chose qui crie « succès », faites une pause et demandez-vous si cela vous aide à construire le genre de richesse que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Leçon NDEG 2. Une grande discipline d'épargne, la mentalité Hongbao. Et si la première chose que vous faisiez lorsque vous receviez de l'argent, qu'il s'agisse d'un cadeau d'anniversaire à 6 ans ou d'un chèque de paie à 35 ans, était de l'économiser? C'est exactement ainsi que les familles chinoises apprennent à leurs enfants à penser à l'argent. C'est ce qu'on appelle la mentalité Hongbao, inspirée des enveloppes rouges traditionnellement offertes lors du Nouvel An chinois, souvent remplies d'argent. Mais ces enveloppes sont plus que de simples cadeaux. Ce sont des leçons financières précoces enveloppées dans la tradition culturelle. Lorsqu'un enfant reçoit une enveloppe rouge, le message des parents est presque toujours le même. Ne dépense pas tout, économise. Ce n'est pas une suggestion ponctuelle, cela devient une règle pour la vie. Économise d'abord, dépense ensuite. Cet état d'esprit façonne tout. Il crée des adultes qui ne considèrent pas l'épargne comme un fardeau, mais comme le premier pas vers la liberté. En Chine, cette discipline d'épargne est si ancrée que le taux d'épargne national oscille autour de 30%, contre 3 à 5% en Amérique. Ce n'est pas parce que les Chinois gagnent plus, c'est parce qu'ils épargnent mieux. Ils croient que la richesse ne se construit pas seulement en gagnant de l'argent, mais aussi en le conservant. Warren Buffett a dit un jour qu'il ne fallait pas épargner ce qui reste après avoir dépensé, mais dépenser ce qui reste après avoir épargné. Cette sagesse reflète exactement le principe du Hongbao. Cela signifie traiter l'épargne comme une dépense non négociable, tout comme le loyer, tout comme la nourriture, sauf que cette dépense vous est remboursée, avec sécurité, opportunité et tranquillité d'esprit. La plupart des Américains attendent de voir ce qu'il reste à la fin du mois pour épargner, si tant est qu'ils épargnent. Mais à ce moment-là, il est trop tard. L'argent a disparu. Le monde a déjà pris sa part. Les familles chinoises inversent cette équation. Elles se paient d'abord elles-mêmes, avant même que le monde n'ait une chance.
Si vous voulez vous constituer un véritable patrimoine, ne vous contentez pas de gagner plus, épargnez d'abord. Parce que si vous ne pouvez pas épargner, peu importe combien vous gagnez, vous aurez toujours un coup de retard. Leçon Endeg 3, l'aversion pour la dette, Chongbujie. Dans de nombreuses régions du monde, l'endettement est considéré comme un outil, un moyen d'accélérer les opportunités, de se constituer un crédit ou d'accéder à des choses avant de pouvoir vraiment se les offrir. Mais dans la culture traditionnelle chinoise, il existe une philosophie différente, qui protège les familles depuis des générations. Elle s'appelle Chongbujie, ce qui signifie « les pauvres ne doivent pas emprunter ». Il ne s'agit pas de honte mais de stratégie, car l'endettement n'est pas un tremplin vers la richesse. C'est un piège déguisé en commodité. En Chine, emprunter de l'argent est considéré comme une solution à n'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Les prêts hypothécaires sont abordés avec prudence. Les cartes de crédit sont utilisées avec parcimonie, voire pas du tout. Et pour de nombreuses familles, les achats importants, comme une maison ou une voiture, ne sont effectués que lorsqu'au moins la moitié peut être payée en espèces. Ce n'est pas de la frugalité, c'est de la maîtrise. Comparez cela à la mentalité américaine où le crédit est non seulement normalisé, mais aussi célébré. Achetez maintenant, payez plus tard. Financez-le, louez-le, étalez-le sur 60 mois. Presque toutes les institutions financières profitent du fait que les Américains s'endettent plus longtemps et plus profondément. Le ménage moyen a des milliers de dollars de soldes de cartes de crédit et paie des taux d'intérêt qui le privent discrètement de son avenir. Warren Buffett avertit souvent que l'intérêt ne dort jamais. Il ne se repose pas. Il ne prend pas de week-end. Chaque dollar de dette est un dollar qui travaille contre vous, se composant à l'envers. C'est la partie que la plupart des gens oublient. Lorsque vous avez des dettes, vous n'êtes pas seulement en retard. Vous prenez de plus en plus de retard chaque jour qui passe. Le principe chinois est simple. Si vous devez emprunter pour vous le permettre, c'est que vous ne pouvez pas encore vous le permettre. Cet état d'esprit impose de la discipline. Il filtre les achats impulsifs. Et il fait passer la priorité de la commodité à la sécurité à long terme. Lorsque vous évitez les dettes inutiles, vous ne limitez pas votre style de vie. Vous protégez votre patrimoine. Car l'argent emprunté aujourd'hui est souvent une opportunité perdue demain. Et la véritable liberté financière n'existe que lorsque personne d'autre ne détient les clés de votre avenir. Leçon Ndug 4. La pensée générationnelle. Jifang Yin Kang. En Occident, la plupart des planifications financières s'arrêtent à la retraite. Les gens épargnent juste assez pour profiter de leur dernière décennie, en laissant peut-être un peu d'argent à leurs enfants. Mais dans la culture traditionnelle chinoise, la richesse ne se mesure pas à ce que l'on dépense, mais à ce que l'on transmet. Ce principe s'appelle Jifang Yin Kang, ce qui signifie accumuler et dissimuler la richesse. Mais au fond, il ne s'agit pas seulement de secret, il s'agit de gestion. Les familles chinoises pensent souvent en termes de 30 à 50 ans et non de 3 à 5. Chaque décision financière majeure, qu'il s'agisse de créer une entreprise, d'acheter un bien immobilier ou d'investir dans l'éducation d'un enfant, est prise en pensant à la génération suivante. Il ne s'agit pas de gains rapides ou de folie à court terme. Il s'agit de planter des graines qui pousseront longtemps après votre départ. Cet état d'esprit change tout. Il modifie la façon dont vous dépensez, épargnez, investissez et enseignez. Au lieu de se demander « Que puis-je me permettre cette année ?», la question devient « À quoi ressemblera cette décision lorsque mes petits-enfants auront grandi ?» Au lieu de rechercher le statut ou la gratification instantanée, les familles chinoises se concentrent sur la possession d'actifs qui produisent des revenus pour toujours. Des propriétés qui génèrent des liquidités, des entreprises qui survivent aux récessions et des portefeuilles qui se développent discrètement en arrière-plan. Warren Buffett a souvent parlé du pouvoir de la capitalisation, mais il n'y a pas que votre argent qui se capitalise, vos valeurs aussi. Lorsqu'une famille enseigne à la génération suivante à respecter l'argent, à se constituer un patrimoine et à éviter les dettes, cette sagesse se transmet comme un héritage invisible. Et cet héritage est souvent plus puissant que l'argent liquide. La richesse générationnelle ne consiste pas seulement à laisser de l'argent. Il s'agit de transmettre des connaissances, une stratégie et un système. Jifang Yin Kang est le modèle de ce type d'héritage, un plan qui ne consiste pas à devenir riche rapidement, mais à le rester lentement. Car en fin de compte, le véritable test de la richesse n'est pas ce que vous construisez pour vous-même, mais ce qui perdure lorsque vous n'êtes plus là. Leçon Ndug 5. La frugalité intelligente. Gongyong Zidao. Dans un monde accro aux achats impulsifs, aux marques tape à l'œil et à la recherche de la prochaine mise à niveau, les Chinois suivent une voie radicalement différente. Elle s'appelle Gongyong Zidao, la voie de la frugalité intelligente. Cette philosophie n'exige pas de privation, mais de discernement. Elle pose une question simple avant chaque dépense. Cela ajoute-t-il une valeur durable à ma vie ?
Dans la culture chinoise, la frugalité ne consiste pas à découper des coupons ou à se contenter de moins. Il s'agit de refuser de gaspiller de l'argent pour des choses qui n'ont pas de retour à long terme. Un repas à 10 dollars qui vous nourrit et vous maintient en bonne santé a plus de valeur qu'un dîner à 100 dollars destiné uniquement à impressionner. Une voiture modeste qui fonctionne de manière fiable est préférée à un véhicule de luxe qui se déprécie plus vite que vous ne pouvez prononcer la marque. Warren Buffett lui-même a dit « N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir économisé. » C'est le Gongyang Zhidao en pratique. Les familles chinoises maîtrisent l'art de la consommation réfléchie. Elles savent que chaque dollar économisé est un dollar de plus qui peut être investi, multiplié et finalement transmis. Ce principe protège également contre l'inflation du mode de vie, le tueur silencieux de la richesse. En Occident, dès que les revenus augmentent, les dépenses suivent. Une maison plus grande, des gadgets plus sophistiqués, des vacances plus chères. Mais dans les foyers chinois, la croissance des revenus ne signifie pas automatiquement une amélioration du mode de vie. Elle signifie davantage d'opportunités d'épargner, d'investir et de renforcer la résilience financière. Le véritable génie de la frugalité intelligente est ce qu'elle crée la liberté. Lorsque vous ne ressentez plus le besoin d'impressionner les autres ou de suivre les tendances, votre argent commence à travailler pour vous. Vous gagnez la capacité d'investir sans hésitation, de prendre des risques quand ils sont importants et de résister au ralentissement sans paniquer. La frugalité intelligente ne consiste pas à vivre modestement. Il s'agit de vivre intelligemment. C'est la discipline qui permet à la richesse de croître tranquillement et la sagesse qui l'empêche de s'échapper par les fissures d'une vie impulsive. Gongyang Zhidao est la façon dont la richesse est préservée, non seulement sur le compte bancaire, mais aussi dans les habitudes qui la font croître. Leçon 6. Budgétisation stratégique. Zhang Ben. La richesse ne se construit pas par hasard, elle se construit par la structure. Dans la culture chinoise, cette structure s'appelle Zhang Ben, une approche disciplinée de la budgétisation qui traite chaque dollar comme un soldat avec une mission. Il n'y a pas de devinette, pas d'espoir qu'il reste quelque chose à la fin du mois. Chaque yuan, chaque centime a un but avant même d'être dépensé. Alors que de nombreux Américains se fient à des calculs approximatifs ou jettent un coup d'œil à leur application bancaire et considèrent cela comme une budgétisation, les familles chinoises vont plus loin. La budgétisation n'est pas une tâche, c'est une habitude transmise de génération en génération. Le livre de compte du ménage est sacré. Les revenus sont répartis avec intention et non avec émotion. Une partie pour les nécessités, une partie pour l'épargne, une partie pour l'investissement, une partie pour aider les autres. La charité n'est pas une réflexion après coup, elle est intégrée au système. Cette tradition remonte à des siècles, lorsque les marchands et les agriculteurs consignaient chaque pièce dans des registres manuscrits. Même les empereurs exigeaient de leurs ministres une comptabilité détaillée. Le principe n'a jamais changé. Contrôlez votre argent ou votre argent vous contrôlera. Ce qui distingue Zhang Ben, c'est la discipline de l'allocation proactive. En Occident, les gens ont tendance à dépenser d'abord et à épargner le reste, s'il en reste. Avec Zhang Ben, l'argent est attribué avant d'être dépensé. C'est comme créer des voies sur une route. Sans ces voies, la circulation fait des embardées, provoque des accidents et fait perdre du temps. Avec elle, tout se passe bien. Cette stratégie ne se contente pas d'éviter les dépenses excessives, elle crée de la clarté. Elle oblige les familles à évaluer leurs véritables priorités. Cet achat est-il conforme à nos objectifs? Pouvons-nous nous le permettre sans perturber notre plan d'investissement? Les réponses deviennent visibles et non émotionnelles. Même Warren Buffett a déclaré que la meilleure façon de s'enrichir est d'être craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs. Cela nécessite de l'argent. Cela nécessite de la planification. Cela nécessite Zhang Ben. Le budget n'est pas restrictif, il est libérateur. Lorsque vous savez où va votre argent, vous n'en êtes plus l'esclave, vous devenez l'architecte de votre avenir. Leçon index 7. Le réseau financier, Guangxi. La richesse ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais aussi de qui vous fait confiance. Dans la culture chinoise, ce principe est profondément ancré dans le concept de Guangxi, un système de relations stratégiques construit au fil du temps par la confiance, la loyauté et le bénéfice mutuel. Alors que le réseautage occidental est souvent transactionnel, qui peut m'aider maintenant? Le Guangxi s'inscrit dans le long terme. Il ne s'agit pas de prendre, mais de construire. En Chine, les présentations ont de l'importance. Les affaires se font rarement avec des étrangers. Elles se font plutôt par le biais de cercles de confiance. L'ami d'un ami, le mentor d'un cousin, un ancien camarade de classe devenu investisseur. Ces relations ne sont pas superficielles. Elles sont soigneusement entretenues, souvent pendant des années, parfois des décennies. Il existe un dicton dans les milieux d'affaires chinois, « 1000 tasses de thé, puis nous faisons affaire ». Traduction, la relation d'abord, la transaction ensuite. Ce n'est pas seulement une tradition sociale, c'est une stratégie de richesse.
De nombreux millionnaires chinois ne sont pas nés dans la fortune. Ils l'ont construite grâce à des réseaux. Une seule connexion mène à une offre d'emploi. Une relation de confiance ouvre la porte à une transaction immobilière. Une recommandation débloque des capitaux d'investissement. Warren Buffett lui-même a déclaré que certaines de ses plus grandes transactions commerciales ont commencé par une conversation avec une personne qu'il respectait et en qui il avait confiance. Le Guangxi se nourrit de la réciprocité. Si quelqu'un vous aide, vous l'aidez en retour. Si vous faites une promesse, vous la tenez. Cette fiabilité devient votre marque de fabrique. Au fil du temps, votre réseau commence à travailler pour vous. Les gens mentionnent votre nom dans des salles où vous n'êtes pas, et les opportunités se présentent à vous. En Amérique, les gens essaient souvent de s'enrichir de manière isolée. Entrepreneurs solitaires, investisseurs isolés, récits de réussite personnelle. En Chine, la richesse est rarement le fruit d'un projet individuel. Elle se construit en groupe, en communauté, par le biais d'alliances qui se renforcent à chaque faveur rendue. Si votre réseau actuel ne vous permet pas de vous élever financièrement, il est peut-être temps de l'étendre de manière réfléchie. Commencez petit, ajoutez d'abord de la valeur. Gagnez la confiance avant de demander de l'aide, car à long terme, une relation loyale peut valoir plus que 1000 contacts LinkedIn. C'est le pouvoir du Guangxi. Maintenant que vous avez appris les 7 leçons financières chinoises, la question est, que ferez-vous ensuite? Ce ne sont pas que des idées, c'est un modèle éprouvé transmis à travers les siècles. La richesse silencieuse, l'épargne disciplinée, la prévention de l'endettement et la pensée générationnelle ont permis de bâtir des fortunes sans gloire. Mais rien de tout cela ne fonctionne sans action. Choisissez une habitude et engagez-vous. Suivez votre argent. Économisez d'abord. Construisez de véritables relations. Parce que lorsque vous suivez ces principes, vous ne vous enrichissez pas seulement, vous devenez plus fort. Tranquillement, stratégiquement, de façon permanente. Par quelle leçon allez-vous commencer cette semaine? Laissez un commentaire et construisons votre héritage en silence.